1944, qui comprenait en son sein les républicains espagnols de la Nueve. La cérémonie, présidée par Madame la maire de Paris, a lieu en présence de M. Félix Bolaños, ministre de la Présidence, des Relations avec les Cortes et de la Mémoire démocratique, et de M. Fernando Martinez, secrétaire d'État à la Mémoire démocratique du gouvernement espagnol. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de M. Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Elle sera suivie de la prise de parole de Mme Véronique Salou, de l'association 24 août 1944. Puis Marie-Luz Carino Lopez, Marie-Josée Cortes et Carmen Blanc rendront hommage à Mme Colette Flandrin-Drone, fille du capitaine Drone. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, pardon, je parle en français, mais je sais que tout est traduit en espagnol. Madame la maire, chère Anne, avec tes adjoints, tous les élus de Paris qui sont ici présents, avec l'ensemble des associations, monsieur le général, président de la Fondation Leclerc, et l'ensemble des associations, dont l'association bien sûr 4 août, et je voudrais saluer Véronique Salou, bien sûr, Marie-Luz aussi, qui est là à côté avec son drapeau, et dire simplement quelques mots. Nous étions à l'instant avec la maire de Paris, chère Anne, de l'autre côté de la Seine, à la préfecture de police pour la cérémonie traditionnelle, et je suis tombé en sortant sur la plaque qui rappelait, j'en parlais à l'instant avec le général, la plaque qui rappelait que Leclerc avait signé la reddition des troupes allemandes qui commandaient Paris, là-bas, à la préfecture, évidemment, ce centre de Paris, dont j'ai l'honneur d'être le maire, est un lieu d'entre Notre-Dame, l'hôtel de ville, la préfecture de police, qui, à toutes les époques, et en particulier pour cette fameuse journée du 25 août, qui a démarré en réalité le 24 août au soir, à peu près à ce moment-là où nous parlons, au début de cette cérémonie, avec l'arrivée des troupes de la 2e division. Et on sait, cette date n'aurait pas dû être si tôt dans le plan d'ensemble des Alliés. Cette date n'aurait pas dû se tenir si tôt s'il n'avait fallu la volonté d'un certain nombre de gens. Et je voudrais simplement dire que ce paradoxe, qui est que on occulte souvent une partie de l'histoire de la libération de Paris derrière cette histoire, ce mythe qu'on aime beaucoup évidemment, de la volonté opiniâtre de Paris qui s'est libéré tout seul, on occulte souvent le vrai rôle de ceux qui l'ont vraiment libéré. Et je voudrais simplement en dire un mot, puisque en réalité Paris s'est évidemment pas libéré seul, de même que la France ne s'est pas libérée seule, et c'est toujours le moment, ces cérémonies de la libération de Paris, de rappeler le rôle évidemment extrêmement important des Alliés, de tous ces jeunes Canadiens, Américains, Anglais, qui sont venus mourir sur nos plages pour la libération de la France. Et en même temps, à côté des Alliés, on le sait, c'est le général Leclerc qui décide, évidemment avec l'assentiment général de Gaulle, de dévier de sa route pour pouvoir libérer Paris, parce qu'il avait compris qu'au-delà de son rôle symbolique, politiquement, ce serait une pièce maîtresse dans la victoire contre les Allemands. Et on connaît cette histoire, on connaît moins, effectivement, l'histoire de la 9e division, la Nueve, la 9e... c'est pas la 9e division, c'est la 2e division blindée Général Leclerc, et c'est la 9e, on parlait justement, la 9e compagnie, vous m'avez embrouillé avec tous les noms qui s'imbriquent, mais c'est la 9e compagnie, la Nueve, la 9e compagnie presque exclusivement composée d'Espagnols sous le commandement du capitaine Drone, dont la fille était avec nous jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais elle est un peu avec nous à côté de moi ici. Et c'est eux qui entrent ici. Et là, pour parler de ces hommes, de ces Espagnols qui sont engagés dans la libération de Paris, je ne crois pas qu'on puisse parler encore d'alliés, puisqu'au fond, ils sont dans la 2e division blindée du général Leclerc de Haute-Cloque, dont le nom claque comme la quintessence de la France, sous celui du général de Gaulle, dont Romain Gary regrettait de ne pas avoir trouvé le nom comme nom de plume, tellement il sentait bon la France. Eh bien, ces hommes espagnols, sous ce commandement-là, sont plus que des alliés. Ils font partie de la troupe, et de la troupe sous commandement français. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme mot, peut-être qu'ils font partie de l'alliage, au sens du métal, au sens de la résistance d'un métal trempé qui est composé de plusieurs couches et de plusieurs composantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était
rappeler ce paradoxe qui fait qu'au nom de la libération du peuple de Paris par lui-même, on occulte souvent le rôle qu'ont joué des non-parisiens, des non-français même dans cette libération. Et la maire de Paris a mis bon ordre puisque dès 2015, un an à peine après son élection, elle a souhaité d'abord ouvrir ce jardin, ce magnifique jardin qui servait autrefois de jardin privé pour le maire de Paris et les préfets avant lui, et qui s'était transformé en jardin de crèche et qui désormais est un jardin public, et non seulement un jardin public, mais un jardin qui s'appelle le Jardin des combattants de la Nueve depuis donc 2015, et je sais que les associations aussi y ont contribué, mais merci à la maire de Paris d'avoir pris cette décision qui permet... Cette situation aujourd'hui. Señor Félix Bolaño, ministro de la Presidencia de la Memoria Democrática, señor Fernando Martínez, que conocemos de mucho tiempo, Monsieur Ariel Veil, maire des 1, 2, 3, 4 arrondissements de Paris, Madame Hidalgo, Madame Laurence Patrice aussi, Messieurs, Mesdames les élus, Messieurs et Mesdames les associations, amis fidèles qui venaient toujours à cette célébration. Nous avons choisi cette année de rendre hommage à Colette Drone, parce que parler de Colette, c'est parler de la Nueve. Colette nous a quittés mercredi le 10 mars 2021. Compagne des Espagnols républicains de la Nueve, Colette n'a jamais manqué de rendez-vous, tant que sa santé le lui a permis, pour rappeler à tous, mais surtout aux jeunes, le combat pour la liberté mené au coude à coude avec son papa et ces Espagnols si indisciplinés, mais tellement courageux et solidaires. Dès qu'il s'agissait d'intervenir auprès d'élèves ou faire le parcours de l'entrée de la Nueve à Paris, elle était là, présente, toujours de belle humeur et disposée à compter par le menu les anecdotes qui ont égayé sa propre jeunesse. Elle était intarissable, drôle et tellement passionnante. Nous réalisons avec une grande tristesse combien elle disait vrai quand elle affirmait « Les hommes de la Nueve sont ma famille ». Elle-même était devenue notre famille de mémoire. Nous nous souvenons de sa visite au 33 rue des Vignoles, il fallait bien en parler. La 33 rue des Vignoles, pour les visiteurs nouveaux, c'est le siège de la CNT espagnole en exil, le dernier lieu qui existe. En pensant à Colette. C'est en 2014 à Paris, lors de l'hommage rendu aux hommes de la Nueve, que j'ai fait la connaissance de Madame Colette Flandrin-Drone. Nous nous sommes retrouvés par la suite régulièrement aux différentes commémorations à Écouché en Normandie, à Paris où elle était toujours présente, à Madrid lors de l'inauguration de la stèle pour la Nueve, ainsi que pour le projet avec les élèves de Châteaudun. Au fur et à mesure de nos rencontres et de nos échanges, comme pour tous ceux qui la connaissaient, elle est bien sûr devenue naturellement Colette, car c'était une personne d'une grande simplicité, très à l'écoute des autres, ce qui d'emblée facilitait les relations. Pour moi, dont le père n'a jamais parlé de ce qu'il avait vécu durant cette guerre, Colette me fascinait par la connaissance qu'elle avait des hommes de la Nueve. Elle parlait d'eux, bien plus souvent que de son père d'ailleurs, avec un grand respect, mais aussi avec humour, ayant toujours des anecdotes sur les uns ou les autres. Elle mettait toujours en avant leur courage en tant que combattants. Colette concluait toujours ses interventions par cette phrase. « Que voulez-vous? Ils étaient ma famille. » Et on sentait à travers cette expression toute l'affection et la tendresse qu'elle portait à ces hommes. Toujours disponible pour les évoquer, je l'avais encore sollicité en 2019 pour un projet avec un enseignement espagnol et elle avait bien sûr répondu favorablement. Pour nous, les descendants et descendantes de ces hommes longtemps oubliés, elle leur redonnait vie et par ses propos réhabilitait leur mémoire. Je suis triste à l'idée de ne plus la revoir ou comme ces lycéens attentifs, ne plus pouvoir l'écouter pour nous faire partager ses souvenirs et ceux de sa famille sur cette Nueve dont elle était la mémoire. À mon tour de dire, tu vas manquer à nos familles. Présence à chaque manifestation qui n'a jamais failli et ton implication quand l'un d'eux avait besoin de toi. Merci Colette pour ces moments partagés. Je voudrais aussi remercier Jean-Louis, ton époux, et tes enfants.
Des très longues discussions que j'ai pu avoir avec elle, tant de vive voix qu'épistolaire, est née une amitié complice dans la quête de la mémoire. Son combat fut toujours et surtout celui de la vérité historique. Sur ce point, nous nous entendions remarquablement. Je me souviens avoir passé des heures auprès d'elle, chez elle, à décortiquer les faits et éplucher les documents. Elle avait souvent des anecdotes très drôles à me raconter à propos des uns et des autres. Et dans ma tête, j'entendais les voix de ces hommes à l'accent étranger qui tempêtaient, riaient ou chantaient comme elle les décrivait. Parfois, quand elle jugeait que l'histoire avait été distordue, transformée pour servir des intérêts obscurs ou des vanités de personnes, je voyais dans son regard, si on jouait habituellement, briller la tristesse baignée de colère. Dans ces moments, elle laissait même échapper des jurons dont nous étions ensemble étonnés avant d'en rire toutes les deux de bon cœur. Me dirigiré a vosotros en castellano. Alcaldesa, autoridades, miembros y representantes de la asociación 24 de agosto de 1944, familiares y descendientes de aquellos combatientes, amigos y amigas. Es para mí un honor estar aquí. Es mi primer viaje oficial como ministro del Gobierno de España. Lo soy desde hace apenas un mes y estoy encantado de que mi primer viaje sea a París, sea con la alcaldesa Anne Hidalgo y sea para conmemorar y para homenajear a aquellos combatientes de la 9. Chers amis, je sais que beaucoup d'entre vous parlent espagnol. D'ailleurs, je m'exprime en espagnol. Malheureusement, je ne parle pas français. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, chers représentants de l'association du 25 août 1944, chers descendants et proches des combattants espagnols, chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est pour moi un honneur d'être ici avec vous et que pour mon premier voyage, je suis ministre depuis maintenant seulement un mois. C'est un plaisir de pouvoir commémorer ces combattants de la 9 avec vous et d'être aux côtés d'Anne et de pouvoir célébrer ce grand moment. C'est mon premier voyage et j'en suis très heureux. Y es también motivo de profunda emoción que hace 70 enorme emoción para vosotros, desde luego, pero también para mí venir como representante del Gobierno de España a recordar ese momento y a deciros que el Gobierno de España no os olvida. J'éprouve aussi une émotion profonde au moment d'évoquer aujourd'hui, à cette même heure à laquelle allait commencer à être libéré Paris, vos ancêtres, ces soldats espagnols appartenant à la 9e compagnie de la 2e division, blindée du général Leclerc, il y a 77 ans et qui allait libérer cette grande ville. Je suis très heureux et très touché d'être ici en tant que représentant du gouvernement espagnol qui ne vous oublie pas. Escribieron un capítulo glorioso de lucha contra el fascismo y de lucha contra el nazismo. Y ya lo habían escrito antes, porque habían también combatido en la Guerra Española. Y la Guerra Española no fue más que un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Los parámetros morales y políticos eran los mismos. Por eso los combatientes españoles se alistaban en las tropas aliadas que luchaban contra Hitler y contra Mussolini, al igual que las brigadas internacionales lucharon con los republicanos españoles, también contra el fascismo, también contra el dictador Franco. N'oublions pas que la guerre d'Espagne fut un prologue à la Deuxième Guerre mondiale. Lors de ces deux conflits, tous les paramètres politiques et moraux et l'ensemble des forces démocratiques étaient réunis pour s'opposer à la puissance de l'Axe. Ces jeunes combattants espagnols s'étaient déjà unis aux forces alliées pour combattre Hitler et Mussolini, mais auparavant, ils avaient rejoint les brigades internationales pour lutter aux côtés de l'armée républicaine et défendre les droits bafoués en Espagne. Una brutal dictadura que se avecinaba. Et ces valeurs sont celles qui inspirent l'Europe, la France et l'Espagne. C'est des valeurs de solidarité, de droits humains. Et c'est ces mêmes valeurs que nous appliquons et que nous défendons aujourd'hui lorsque, en Europe, nous décidons de recevoir ces réfugiés afghans qui fuient une situation terrible, une situation dramatique. En les accueillant, nous défendons ces mêmes valeurs, ces valeurs qui un jour ont permis à la France d'accueillir ces exilés qui fuyaient par milliers la dictature espagnole.
Por eso hoy España es el corazón y el alma de Europa, porque recibe a todos los evacuados de Afganistán, de todo el Servicio Europeo de Acción Exterior, de toda la Unión Europea, y los recibe con solidaridad, con los brazos abiertos, igual que nos recibieron a nosotros, a los españoles en Francia. Et l'Espagne, en ce moment, est le cœur de l'Europe, car au cœur de l'Espagne, on reçoit tous ces réfugiés qui viennent chercher un accueil et qui, au sein de l'Europe, vont trouver la paix et qui, comme nous, à un moment, nous exilés, vous exilés espagnols, vous descendants des exilés espagnols, sont venus en France pour trouver cet accueil et trouver cette sécurité. Fernando, très très chers amis de l'association du 24 août 44, Monsieur le Général, les élus de Paris, je veux vraiment vous remercier d'être là, le maire du centre, mais aussi Emmanuel Grégoire, Laurence Patrice, je vois aussi Nicolas Bonnet, et puis Catherine Vieux-Charrier, qui a été aussi ma complice en 2014 pour porter cette commémoration et en faire ce moment de fidélité où je sais que nous avons plaisir à nous retrouver. Permettez-moi aussi de saluer Arnaud Ngacha, mon représentant, mon adjoint, pardon, je ne trouve plus mes mots, sur les questions internationales. Merci aussi à Evelyne Mesquida qui est là, parce que avec Véronique, avec Evelyne, cette histoire nous tient à cœur depuis longtemps et ça a été une affaire, une histoire qui a été portée par les associations, par la CNT, par la Fédération anarchiste, par le 33 rue des Vignobles, par les militants de gauche, les militants communistes, les militants qui portaient avec eux cette histoire de la République espagnole et de ses combattants de la Nueve, et puis les descendants de ces immigrés, de ces exilés qui sont là et dont je fais aussi un peu partie. Cette histoire, en fait, c'est une histoire qui se racontait un peu sous le manteau dans nos familles, mais qui n'était pas une histoire qui avait un plan officiel, qui n'était pas reconnu dans l'histoire de la libération de notre pays et de notre ville. Et en fait, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont penchées sur cette histoire-là. Je faisais référence à Evelyne Mesquida qui a fait tout ce travail de recherche. Je fais référence aussi, bien sûr, à Christine Lévis-Touzet qui avait dirigé pendant longtemps le musée de la Libération, musée Jean Moulin, musée de la 2e DB. Et je fais référence à celles et ceux qui m'ont interpellée lors de ma première élection comme adjointe ici à Paris, il y a 20 ans maintenant. Je pense à un certain Manuel Diaz qui était adjoint de Jacques Chirac et qui m'a dit, en m'attrapant dans un couloir le jour de mon élection, « Tu as un rôle aussi à jouer dans cette histoire-là pour que enfin on la reconnaisse dans sa dimension officielle. » J'ai pris cette remarque très au sérieux, mais évidemment rien n'aurait pu être fait s'il n'y avait pas eu ce militantisme, ce soutien à cette mémoire portée par les associations et je pense aussi bien sûr à la CNT. Et ce travail a pu se faire. Il a fait dans la collaboration. La France a connu aussi la rafle du Veldiv et bien d'autres rafles avec évidemment la complicité du gouvernement et du gouvernement de Vichy. Et donc, il y avait ce risque pour la France à ne pas être reconnue comme une puissance au même titre que les Alliés. Et ce risque-là, le général de Gaulle l'avait mesuré. Et le récit de la libération de Paris, appuyé d'ailleurs sur l'insurrection qui précède l'arrivée des troupes de la 2e DB et du capitaine Drone, cette histoire-là est aussi une histoire qu'il nous faut remettre dans ce contexte historique.
et qui était sans doute le gage d'une possibilité pour la France d'avoir son indépendance et d'être reconnue au rang des nations qui avaient combattu le nazisme. Et de cette histoire-là, l'histoire avait effacé la contribution de tous ces étrangers qui s'étaient battus contre le fascisme et qui venaient prêter main forte aux forces de résistance et à la deuxième DB, à la France libre. Et de cette histoire-là, il fallait bien sûr revenir, remettre le récit, l'histoire de la vie réelle de ces hommes dans la grande histoire, parce qu'ils ont contribué, comme nul autre, je crois, à cette grande histoire. Et remettre cette histoire-là au jour, c'était bien sûr partir du récit, de la science, de l'histoire de leur vie quotidienne, mais aussi de l'histoire de leur engagement, et puis de ce que les historiens ont pu apporter pour que cette histoire soit aujourd'hui partagée. Et il n'y a pas une commémoration de la libération de Paris qui ne commence par le récit des hommes de la Nueve et par cette cérémonie du 24 août. Je me souviens à ce moment que nous avons ensemble. Alors pourquoi commémorer? Pour éviter qu'on ne retombe dans ces pièges de la haine de l'autre, de la stigmatisation, dans ces pièges qui consistent à fragmenter des sociétés, qui consistent à attiser la haine, qui consistent à chercher des différences dans les humains que nous sommes, à considérer qu'il n'y aurait pas de valeur universelle, que tout cela serait culturel et à relativiser. Bien, je pense que nous devons combattre ces idées-là, parce que non, il n'y a rien qui justifie, par exemple, qu'aujourd'hui, en Afghanistan, à nouveau, les femmes soient emmurées, que les femmes soient à nouveau considérées comme des êtres impurs, de second ou de troisième rang. Et nous sommes au XXIe siècle, en 2021, et je considère que les souffrances d'une femme afghane sont des souffrances que les femmes françaises, les femmes européennes doivent aussi porter, prendre avec elles comme un devoir au nom de ces valeurs que notamment ces hommes de la Nueve, que tous ces résistants nous ont transmis. Il n'y a pas de relativisme à avoir. Il n'y a aucune appropriation de l'histoire de ces femmes à vouloir les défendre contre justement cette forme d'esclavage et de négation de leur vie humaine en tant que femmes. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre et à continuer aussi à porter cette histoire qui est notre histoire commune. Ce travail de mémoire, plus tous ceux qui ont été les témoins directs de l'époque nous quittent, et ils nous quittent malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils sont tous très très âgés, plus les responsables que nous sommes, les femmes et les hommes, les citoyens que nous sommes, engagés, militants politiques, militants associatifs, nous devons porter cette histoire-là. Pas pour nous l'approprier, mais pour dire ce qu'elle nous a appris, en quoi elle nous a permis aussi de construire nos vies dans la liberté. C'est ce travail-là que nous faisons. Alors ce travail de mémoire, ce travail de commémoration, c'est un travail que nous devons faire en direction de la jeunesse. Nous devons leur dire ce qu'ont été ces hommes. Nous devons leur raconter ces histoires, ces engagements, ce courage, mais leur dire que, avant toute chose, c'était des êtres humains, comme eux, comme nous, comme les jeunes d'aujourd'hui, que peut-être un jour, nous ne l'espérons pas, il nous faudra faire ce type de choix. Je ne l'espère pas. Et donc, pour que nous n'ayons pas à faire ce type de choix radical, eh bien, il nous faut préserver, travailler, faire en sorte que nos démocraties soient vivantes et que personne ne puisse nier que ces hommes qui ont combattu le fascisme nous ont fait le don de cet engagement, mais aussi nous ont donné une leçon de vie et une leçon d'histoire. Alors chaque année, nous nous retrouverons ici, fidèles à ces hommes, fidèles à Colette Drone, fidèles à son père, fidèles à celles et ceux
qui ont la liberté en étendard et qui décident de leur vie, veulent continuer de décider de leur vie, mais sans écraser les autres. Merci à eux. Merci à vous.